Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le La Fraîche. On est en avec Mosler. Rebonjour Mosler. On reparle, on revient dans la politique. Ça c'est dire bonjour. Aujourd'hui c'est dire bonjour. C'est un réflexe. Oui, rebonjour tout le monde. Rebonjour La Fraîche. Rebonjour René Ruth. Ouais, il y a quand même un peu d'actualité en politique. Elle a dit qu'elle doit revenir chez les passés. Parce que le président, elle n'avait pas tout ça exprès. Il appelle à l'annulation des décisions prises par le chef de l'État. Ouais. En convalescence. Ouais, c'est vrai que ça paraît quand même peut-être, on va dire, bizarre, mais ce qu'il faut dire, c'est que ça peut... Il doute que ces décisions étaient prises par le chef de l'État lui-même. Mais il faut savoir qu'à l'époque où un certain nombre de décisions avaient été engagées, lorsque Brice Akushalianga était directeur de cabinet du président de la République et que le chef de l'État avait eu son AVC, il y a un certain nombre de décisions qui avaient été entérinées au niveau de l'exécutif, qui, ma foi, faisait quand même l'objet de discussions, parce que les gens se demandaient si l'ensemble de ces mesures, de ces décisions-là, étaient vraiment des décisions prises par le chef de l'État, parce que en situation de convalescence, on sous-entendait qu'il avait quand même besoin d'un repos, et surtout son AVC a quand même été à un moment été qualifié de sévère par l'ancien porte-parole, du moins le porte-parole de l'époque, et à ce moment-là on se rend bien compte que il peut y avoir de la matière à discussion dans le discours de Manga Moussavou, notamment au moment de la présentation de vœux qui lui a été fait par les membres de son parti politique, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui... Mais est-ce qu'il n'a pas un peu raison? Il y a des décisions qui ont été prises quand le chef de l'État avait eu son accident. D'ailleurs, il en a parlé dans son discours. Il a su s'en sortir grâce à la force de la population, grâce à la force de sa famille, grâce à toutes les personnes qui l'ont soutenu. Il y a des décisions qui ont été prises contre certaines personnes du gouvernement. Quand le président est venu, il les a réhabilitées. Oui. Manganga Moussavou doit aussi être réhabilité. Enfin, en ce que je pense. C'est vrai. Tu as vraiment lu en filigrane ce dont veut parler Manga Moussavou. C'est peut-être aussi se dire, si on a réussi à rétablir des personnels comme Ali Akbar Onanga, et bien d'autres, Paco Moubele, Lambert Noël Mata, et bien d'autres, et bien que lui aussi soit rétabli, parce que... Tout ça s'est passé au même moment. Ça s'est passé au même moment. Certainement. D'ailleurs, il avait fait une communication à un moment donné, il y a à peu près 2 ans, où il disait que ce qui a conduit à sa chute, en réalité, du moins à son départ de la vice-présidence, c'était le fait qu'il avait refusé de se faire corrompre par Brice Akushalianga. Lui-même, il avait dit explicitement. Maintenant, après, est-ce que toutes ces personnalités qui avaient été sorties de la gestion de l'État, c'était des gens qui étaient des irréductibles, comme on dit souvent, derrière le chef de l'État par rapport à la situation qui était la sienne et qui entendait préserver son fauteuil. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'à la lumière de ce qui se passe, Manga Moussavou pourrait avoir raison de dire, entre autres, que si les amis du chef de l'État ou ceux qui travaillent avec le chef de l'État, ses collaborateurs qui avaient refusé de travailler avec Brice Akushalianga au moment où le chef de l'État a été malade, et que lui aussi était dans la même posture, pourquoi réhabiliter certains et lui le laisser au banc de touche? Surtout qu'on sait, depuis son départ, il n'y a pas eu de remplacement au niveau de la vice-présidente de la République. Et d'ailleurs, ça cause toujours un problème parce que là, on est en train d'aller vers la fin du mandat. On nous a esquissé en fonction des relations que le chef d'État a eues avec un certain nombre d'acteurs. On parle par exemple de Jean Yegendong, on parle de René Ndemezo-Obiang et bien d'autres. On nous laisse sous-entendre qui pourrait être porté à la tête de la vice-présidence et avec l'attente qui est aujourd'hui forte des populations, on se demande si on n'est pas en train d'aller... L'attente qui est devenue forte des populations, tu vois, qu'est-ce que les populations ont besoin d'un vice-président? Tu vois que ça, c'est dans les problèmes des populations. C'est pas que les populations ont besoin d'un vice-président, c'est l'ordonnancement. Voilà, c'est l'ordonnancement juridique de l'État. Voilà, mais ne dis pas l'attente des populations. Mais la loi est dite au nom du peuple gabonais ou bien? On fait quoi avec le vice-président?
Hein? Est-ce qu'on s'allège le panier de la ménagère? Non, ça. Est-ce que ça diminue les prix dans les magasins? Ça témoigne du respect de l'organisation constitutionnelle du pays. Parce qu'il y a un vice-président. Je ne mets pas en doute son rôle. Je dis qu'il ne faut pas qu'on croie que c'est une priorité pour la population. Non, mais ça peut être un équilibre politique. La population ne veut plus le couvre-feu. La population veut des mesures allégées. La population ne veut pas un vice-président. Ça peut entrer dans l'ordre de l'équilibre politique parce que le vice-président porte quand même allégeance au chef de l'État et ça sous-entend qu'il peut être une petite main ou une main de grande importance qui soit là à travailler au quotidien avec les acteurs politiques je doute pour l'apaisement de l'environnement politique. Parce que Manga Moussavou, quand même, il se réclame toujours de l'opposition, malgré le fait qu'il a dit à plusieurs fois qu'au moment où il avait été nommé vice-président de la République, il avait l'obligation de porter, de loyauté vis-à-vis du chef de l'État. Et il a essayé à sa manière de respecter cette loyauté. Non, je ne parle pas de Manga Moussavou. Je parle du fait que on croit que c'est une urgence. Que c'est une priorité pour la population. Non, je n'ai pas dit que c'était une priorité, mais ce que je voulais dire en disant qu'il y a une forte attente de la population, c'est par rapport au fait qu'aujourd'hui, on est dans l'expectative concernant le prochain gouvernement. Et même si vous regardez aujourd'hui l'attitude des membres du gouvernement, donc les ministres, vous allez constater que tous sont fébriles, tous sont vraiment à l'affût de la moindre information et on est là. Ça peut être un moyen pour Manga Moussavou de dire peut-être qu'il y aura un chamboulement bientôt dans l'organisation de l'exécutif. Bon, pensez à moi au moment où on va réorganiser l'exécutif. Il ne veut même pas qu'on pense à lui dans le futur. Il veut retour vers le passé. Mais retour vers le passé, c'est dans un passé futuriste. À l'Union nationale, il y a quoi là-bas? Donc, à ce moment, je termine rapidement. Donc, à ce moment-là, il peut avoir raison parce que il y avait déjà beaucoup de discussions autour d'un certain nombre de choses qui sont passées pendant que le chef de l'État était en convalescence. On a, par exemple, il y a eu aussi des doutes sur la nomination de Julien Komongral comme Premier ministre à la place de Sozin Gondé. Vous vous souviendrez. Donc, aujourd'hui, on peut-être donner raison ou pas, mais n'empêche que ça peut aussi tenir simplement du discours politique et ça pourrait faire en sorte que Manga Moussavou continue peut-être à faire peser, on va dire, sa personne en ce qui concerne, quand il s'agira peut-être de pouvoir procéder à la nomination d'un éventuel vice-président de la République d'ici qu'il y ait un chamboulement au niveau de l'exécutif. Donc, voilà un tout petit peu ce que moi je peux dire en ce qui concerne cette actualité. Ensuite, tu parles de l'Union nationale. Oui, l'Union nationale est à la une aujourd'hui parce que simplement, lors de la communication que sa présidente Paulette Missambo a délivrée au moment de la rentrée politique le 8 janvier dernier, elle a estimé qu'il était important ou qu'il était urgent aujourd'hui qu'on puisse procéder à la révision du système électoral. Et vous savez que le système électoral est le goulot d'étranglement aujourd'hui pour la question de la fiabilité des élections, pas seulement au Gabon, mais un peu partout dans le monde. On a vu, par exemple, aux États-Unis, comment Donald Trump a remis en cause l'élection de Joe Biden. Et là, aussi, au niveau du Gabon, les opposants ou les oppositions estiment qu'il est nécessaire aujourd'hui, à 1 an ou à quelques mois de l'élection présidentielle, qu'on soit en mesure de réformer le code électoral et faire en sorte qu'on puisse lui donner un caractère impartial et qui soit de nature à pouvoir éviter la contestation qui est souvent observée lors du rendu du scrutin. Parce que vous savez très bien que très souvent, lorsque on a des élections dans notre pays, il est difficile, surtout l'élection présidentielle, les contestations sont toujours d'actualité. 2009 vous renseigne, 2016 également. Je passe les années 90 où on a vu de grandes émeutes. D'ailleurs, 2016 est encore là. Les plaies sont béantes. Si vous allez dans les charbonnages, vous allez toujours voir le bâtiment de Jean Ping qui est toujours, qui garde les stigmates de ce qui s'est passé en 2016. Donc, à ce moment-là, pour Paulette Missambo aujourd'hui, d'ailleurs, qui est à la suite de la déclaration de Barreau Chambrier également, qui lui aussi, avec son parti, appelle à la révision du système électoral, donc du code électoral. Pour elle, il faut qu'on travaille à ce que la réforme du système électoral permette des élections libres et équitables. Parce que ça y va du fondement même d'un gouvernement démocratique, de la pierre, et qu'il s'agissait là aussi de la pierre angulaire de la démocratie représentative. Et c'est important aujourd'hui
Parce que le code électoral tel qu'il est organisé aujourd'hui doit quand même essayer un peu d'être toiletté pour permettre à ce que, au moment des élections en 2023, on soit dans une situation qui nous permette de minimiser la possibilité des revendications de la non-élection de X ou Y. On a vu comment il y a eu tout un débat. Et ce n'est pas fini parce que jusqu'aujourd'hui, vous avez toujours une frange de la population qui se reconnaît par exemple à Jean Ping, qui continue à exprimer l'idée que Jean Ping était le véritable vainqueur de l'élection présidentielle de 2016 et qu'à ce titre, c'est lui qui devrait être la présidente de la République. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, nous sommes à 1 an ou à 1 an et demi du prochain scrutin, il faudrait qu'on mette en place des mécanismes ou une mécanique qui permettent à ce qu'on ait une élection qui soit, je ne dirais pas incontestable, mais qui souffre de contestation. Parce que si on va vers un processus qui permet la liberté d'expression des populations au niveau des urnes et qu'au sortir des urnes, ce sont les résultats des dépouillements qui sont proclamé, eh bien ça éviterait qu'il y ait de multiples recours et de multiples déclarations de revendications des victoires que nous avons souvent après l'élection présidentielle. Donc, c'est tout un système qu'il faut réformer, tout comme aujourd'hui, vous avez une bonne partie des acteurs politiques qui appellent non seulement la révision de ce système électoral qui tient compte non seulement du code électoral, mais également de la répartition des sièges politiques dans notre pays. Vous avez des provinces qui ont une forte concentration, par exemple, de députés, alors que sur le plan démographique, ces provinces ne sont pas assez représentatives. Vous avez un député qui peut être du Nord, qui est élu avec 3-4 000 électeurs, et vous avez un député de l'Est ou du Sud qui est élu avec 500 000 électeurs. Donc, le ratio n'est pas forcément au rendez-vous. Donc, il y a un besoin aujourd'hui de faire en sorte qu'il y ait une respiration sur le plan électoral, qu'il y ait une meilleure représentativité des populations en fonction on va dire, de l'importance démographique d'un certain nombre de zones dans le pays. On devrait un peu plus revoir la cartographie électorale pour permettre à ce que toutes les populations se sentent réellement représentées. Et qu'est-ce que l'Union nationale compte faire à part la déclaration? Au niveau de la déclaration, elle a donné mandat à son vice-président qui est François Ndédou, qui est quand même un acteur aujourd'hui chevronné en ce qui concerne la politique nationale, de pouvoir s'attaquer à cette question, donc interpeller les autorités chargées de cette question, notamment la CNE, donc la commission nationale indépendante qui se charge des élections, et cet organisme devra travailler à proposer peut-être un nouveau code qui permettrait à ce qu'on ait une bonne lisibilité du déroulement du scrutin, de l'appel à candidature aux élections, donc la campagne, les élections, le déroulé des élections, les délibérations et comment tout le processus en un mot. Donc, ce processus-là doit être revu et on verra si ils parviendront à avoir gain de cause auprès des autorités. L'objectif de Paulette Missambo, comme elle l'a dit, c'est d'engager son parti sur une voie qui serait viciée déjà au départ, c'est-à-dire qu'aller aux élections tout en sachant que ils ont peu de chance par rapport au système politique qui est mis en place, parce qu'il y a une mainmise d'une partie du pouvoir politique sur la question de l'organisation des élections et qu'au finish, ils se retrouvent à être encore dans la contestation. Donc, il faut revoir le mécanisme qui permet d'aller aux élections au Gabon, et cela va donner peut-être un peu plus de crédibilité à notre système électoral. Donc, attendons voir ce qui sera fait sur le terrain. Ensuite, la dernière actualité qui est aussi... les députés. Les députés qui, à travers la communication de leur président, tout le monde a quand même été un peu surpris parce que c'était une attente des populations, ou c'est une attente des populations depuis pratiquement 2020, notamment la commission d'enquête sur la gestion de Covid. Voilà, du programme de lutte contre le coronavirus, donc du budget alloué. Et les députés, selon ce qu'a expliqué le président Boukoubi, c'est que les députés ont décidé eux-mêmes
de la non-divulgation, donc de la non-publication du rapport de cette enquête-là, de l'enquête parlementaire. Or, les députés ont une mission, c'est celle de pouvoir contrôler l'action du gouvernement. Mais il évoque quelle raison? Il n'évoque aucune raison autre que celle liée au fait que les députés eux-mêmes ont décidé de ne pas donner quitus pour la publication de ce rapport. Sinon, les populations l'auraient déjà, ou bien les professionnels dans les médias et consorts auraient déjà ce rapport. Donc, ce qui laisse quand même songeur, parce qu'on se pose des questions, pourquoi mener une enquête parlementaire et au sorti de là, ne pas la publier alors que les gens, en grande majorité, la société civile demande à ce qu'il y ait la publication de ce rapport pour permettre à ce qu'on ait une idée de comment a été géré le budget alloué au COPIL pour pouvoir combattre le coronavirus dans notre pays. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est une question d'autant plus importante dans la mesure où on parle de Covid business et il y a de plus en plus... D'ailleurs, on se rappellera que le ministre de la Santé, par exemple, a essuyé un certain nombre de discours dans la presse et même au niveau de la place publique où on l'aurait accusé d'avoir eu à acheter un certain nombre de biens sous le compte de ce budget-là. Donc, maintenant, après, il faut... Le budget qui a fait 33 milliards dépense 33 milliards. Ouais, voilà, ce budget-là. Donc, à ce moment-là, il est nécessaire aujourd'hui que les députés lèvent cette non-divulgation. Qu'est-ce que les députés disent? Mais c'est leur président qui a parlé, il a dit que les députés ont voté la non-divulgation. C'est-à-dire que jusqu'à nouvel ordre, on ne pourra pas avoir le rapport d'enquête sur cette gestion de la lutte contre le coronavirus dans notre pays. D'accord. Or, elle est décriée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un peu plus, on est dans une autre phase, c'est la situation de 2020 n'est plus celle de 2021. On a vu comment l'État s'est endetté, a même reçu aussi des donations de la part des bailleurs de fonds pour la lutte contre le coronavirus. Donc tout cela, les populations ont besoin d'être au parfait quand même. Les populations ont décidé de ne pas divulguer d'abord l'information. Mais c'est là où ça cause problème. Mais c'est les populations. Oui, ce sont des populations. Parce que ce sont les représentants du peuple. Donc c'est que le peuple dit, il faut respecter. Mais sauf que... Il y a plus de sauf. Sauf que... Il y a plus de sauf, Mosley. Les populations les ont choisis. Ils ont dit que bon, pour l'instant, on bloque. Ben, on accepte. Il y a eu une enquête, on doit avoir les résultats. Oui, ils ont dit, attendez, c'est pas pour mettre... D'abord, on ne mène pas une enquête pour la cacher. Ça devient une affaire d'État. Il y a ça. Même dans les grands pays, il y a des enquêtes qui restent d'abord dans l'ordre du secret. Après, on va trouver une date pour les mettre à disposition du public. Soit, mais pour l'heure... Nous aussi, on fait comme ça. On fait comme les autres. Les autres se vaccinent là-bas, on se vaccine. Pour l'heure, les autres font le test là-bas, on fait le test ici. Les autres bloquent les résultats là-bas. Non, nous aussi, on doit bloque. être clair. Non, pour l'heure, d'après ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a... C'est ça la il y a quand même une discussion aujourd'hui. Il faut s'arrimer à ce que les autres font dans le monde. Les autres, tu vois. Voilà, c'est ça. La discussion qui est celle de la société civile aujourd'hui, c'est celle de dire qu'il y a des gens qui sont quand même au sein de la population qui ont besoin d'un certain nombre d'informations. Il y a des reproches qui sont faits par rapport à la gestion même de cette lutte contre le coronavirus. Toi-même, tu as pu constater qu'il y a eu beaucoup de partis politiques qui sont sortis pour décrier un tout petit peu la gestion de cette crise sanitaire, mais également les politiques mises en place pour permettre aux populations de pouvoir continuer à vivre normalement. Donc, à ce moment-là, il y a besoin aujourd'hui que le Parlement libère quand même ces informations. Le Parlement n'a pas dit qu'ils ne vont pas libérer. Le Parlement a dit que pour l'instant... Il n'y a pas pour l'instant dans le discours du président. Ça, c'est le discours, le rapport. J'ai lu le rapport. D'accord. Voilà. Pour l'instant, il n'est pas possible de mettre ça à disposition parce qu'il y a certains éléments qui ne sont pas complets. Bon, certainement qu'il y a certains qui ne sont pas complets. Mais attention, qu'on ne tombe pas dans l'idée qu'il y ait une certaine complicité entre l'exécutif et le législatif. Surtout que la société civile martèle depuis un certain temps que les députés ne les représentent plus. Forcément, et c'est vrai que c'est la société civile les représente qui? Elle se bat, elle fait son travail. Elle n'est pas la société civile n'a pas un rôle de représentation. À un an des élections présidentielles, c'est là on voit la société civile active. Mais elle a le droit. Elle en a le droit. Le reste du temps, elle est où? Elle s'occupe d'un certain nombre de points qui sont inscrits dans leur combat. Quel combat? Bon, je sais pas. Le combat. La société civile est multiple et variée. Donc à ce moment-là,
On espère tout simplement que cette enquête peut-être pourra parvenir d'ici là à la levée de la non-divulgation pour permettre à ce que les gens aient une idée juste et précise, ou simplement qu'il y aurait peut-être qui pourrait avoir l'engagement d'une nouvelle enquête, puisque ce qui se dit et ce qu'on entend, c'est que nous sommes en train d'aller petit à petit vers la sortie de crise. D'ailleurs, ça se dit à travers le monde. Hein. C'est vrai que moi, j'ai encore écouté ce matin sur une chaîne internationale où on a des spécialistes qui disaient que l'Omicron va créer l'immunité collective, et à ce moment-là, on pourrait peut-être réfléchir ou penser à ce qu'on arrive. Voilà, et à ce moment, à une situation où, étant sorti, il faudra bien que le gouvernement fasse un bilan. Voilà. Et après la sortie de crise, une fois la stabilité et la sérénité sera de retour, voilà. la vie ouverte, le bon vent, on pourra libérer les informations. Espérons, mais la société civile est en attente. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, les résultats du jeu concours avec Bavaria. Oui, le jeu concours emmené par Bavaria dans la chronique versus René Ruth. Aujourd'hui, on a eu 2 questions. La première, est-ce que Bavaria Malt est vendu en bouteille ou en canette? On avait 3 propositions de réponse, donc les 2, bouteille ou canette. Réponse les 2, donc Bavaria est vendu en bouteille et en canette. De quelle couleur est le logo de Bavaria? Là encore, on avait 3 propositions de réponse, bleu, rouge et jaune. La réponse est bleue. La couleur du logo de Bavaria est bleue. On a eu beaucoup d'auditeurs qui ont participé via le WhatsApp de la radio, et malheureusement aujourd'hui on ne peut y avoir que 2 gagnants, dont Jeff le Magnifique et Priska, qui ont répondu aux bonnes questions du jeu concours emmené par Bavaria. On vous contacte pour vous donner la conduite à tenir afin de récupérer vos lots offerts par Bavaria. Je rappelle encore les noms des gagnants du jour: Jeff le Magnifique et Priska. Merci René Ruth, l'horoscope des auditeurs. On se retrouve demain lorsqu'il sera 7h en mode old school dans le Da Fresh Morning. Urban FM 104.5.